Le Fil Info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Scott Moe annonce une augmentation de 42,3 millions de dollars pour les revenus municipaux. Au Congrès des municipalités rurales de la Saskatchewan, le premier ministre Scott Moe a fait part d'une hausse de 42,3 millions de dollars pour le programme de partage des revenus municipaux, soit une hausse de 14% comparativement à l'année précédente. Il s'agit plutôt d'une hausse de 42,3 millions de dollars, permettant ainsi au programme d'atteindre 340 millions de dollars. Avec cette somme, plus de 340 millions de dollars seront redistribués dans le programme de partage des revenus municipaux. M. Moe indique qu'avec cette annonce, ce sont plus de 4,3 milliards de dollars de financement provincial qui ont été alloués depuis 2007 pour soutenir les priorités des municipalités. Les municipalités rurales ont voté à 95% en faveur d'une résolution qui statue que le CO2 n'est pas un gaz polluant. Elle demande à la province de retirer la Saskatchewan de tous les accords nationaux et internationaux de réduction à zéro des émissions de gaz à effet de serre. Durant 3 jours, environ 2000 délégués et invités de toute la province ont discuté entre autres du budget 2024-2025, des questions d'actualité et des sujets portant sur la transparence, la confiance et le leadership. Ils ont également participé à des séances de dialogue avec des représentants des gouvernements provincial et fédéral sur des thèmes comme l'éducation, la santé, le milieu agricole et la criminalité en milieu rural. Scott Moe a profité de l'annonce en faveur des municipalités pour dévoiler le début des premiers travaux du projet d'irrigation du lac Diefenbaker, dont le coût est estimé à un peu plus de 1 milliard de dollars. Ce projet aura pour but, entre autres, d'assurer la sécurité alimentaire et économique de toute la province. Le Manitoba annonce des mesures pour améliorer l'accès à la justice en français. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, le gouvernement du Manitoba a annoncé mardi des mesures visant l'amélioration des services juridiques en français. Dans un communiqué, la province indique que la Cour du banc du roi et la Cour provinciale du Manitoba ont travaillé avec l'Association des juristes d'expression française du Manitoba dans le but de renforcer l'accès aux services juridiques francophones. Avec le gouvernement de Wab Kinew, il dit vouloir pousser pour une offre active de services en français offerts sans avoir à être demandé. Une entente avec le gouvernement fédéral est d'ailleurs proche d'être conclue. Selon Glenn Simard, côté manitobain, l'entente d'une durée de 5 ans est signée. Elle se trouve désormais sur le bureau du ministre des Langues officielles Randy Boissonneau. Le gouvernement du Manitoba prévoit 5 améliorations aux services juridiques francophones. Le service d'aide au règlement des litiges familiaux du Manitoba va créer un nouveau centre de services bilingue dans le quartier de Saint-Boniface, indique le gouvernement. Ce centre vise à permettre de répondre aux besoins des familles victimes de violences familiales. Aussi, la Cour du banc du roi va mettre en place une liste de juges bilingues et travaillera à améliorer la disponibilité des services en français pour les affaires de petites créances, affirme la province. La Cour provinciale va aussi augmenter l'offre de formation linguistique afin de favoriser l'apprentissage de la langue française au profit des juges. La province a aussi décidé de la mise en place d'un groupe de travail composé de juges et juges de paix pour veiller à ce que les dossiers nécessitant des services en français soient traités dans un temps raisonnable. Un registre autonome en français des infractions au code de la route sera aussi créé. À Edmonton, une nouvelle école francophone de la maternelle à la 6e année va naître en 2024. Le conseil scolaire Centre-Nord a annoncé qu'il ouvrait une nouvelle école publique de la maternelle à la 6e année dans l'ouest d'Edmonton à la prochaine rentrée scolaire. Le conseil scolaire a acheté ce nouveau bâtiment au conseil scolaire des écoles publiques d'Edmonton. Il s'agit de l'ancienne école Sherwood située dans le quartier du même nom à l'ouest de Place Jasper West. Le transfert de l'école du conseil scolaire des écoles publiques d'Edmonton se terminera dans les semaines à venir et des rénovations seront faites d'ici la rentrée scolaire pour préparer l'école à l'arrivée des élèves et du personnel, précise le conseil scolaire Centre-Nord. Le conseil scolaire invitera le public ainsi que des élèves et les parents des écoles Notre-Dame et Gabriel-Roy à soumettre des noms pour la nouvelle école. Plus de détails vont suivre sur ce processus et sur l'ouverture de l'école au moment opportun, peut-on lire dans le communiqué du conseil scolaire Centre-Nord. En entrevue, le directeur général du conseil scolaire Centre-Nord
Centre-Nord, Robert Lessard, a dit « Ça fait de nombreuses années qu'on est sur le dossier ». Robert Lessard a précisé que l'ajout de cette école allait permettre de fidéliser les familles dans le secteur, mais surtout d'assurer une offre d'éducation en français en continu à cet endroit. Effectivement, le gouvernement provincial a donné le feu vert à la création d'un nouveau campus secondaire catholique et d'un campus public qui accueilleront tous les deux des élèves de la 7e à la 12e année. Les deux établissements seront situés dans le quartier Collingwood, dans la capitale albertaine, et le conseil scolaire Centre-Nord mise également sur ce soutien du gouvernement afin de construire une école de la maternelle à la 6e année afin de remplacer l'école nouvellement acquise. Robert Lessard a ajouté que l'ancienne école des écoles publiques d'Edmonton est fonctionnelle et que les rénovations prévues ne sont que des améliorations. Le port de Vancouver discute avec Ottawa de possibles modems chinois dans des grues. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, confirme que l'administration portuaire Vancouver-Fraser est en discussion avec le gouvernement fédéral depuis la découverte de modems chinois dans des grues dans des ports américains. Au début du mois, un comité de la Chambre des représentants des États-Unis a dévoilé que des modems ont été retrouvés dans des grues fabriquées par la compagnie Shanghai Zhenhua Heavy Industry Corporation. Ces compagnies fabriquent près de 80% des grues utilisées dans les activités portuaires en Amérique du Nord et plusieurs se retrouvent notamment dans les ports de Vancouver et Montréal. Selon le comité américain, les modems qui ont été retrouvés ne sont pas utilisés pour faire fonctionner les grues. Le comité a également dévoilé une lettre qu'elle a envoyée le 29 février à Zhenhua Heavy Industry Corporation. À la 3e page de la lettre, le comité américain indique que les analyses effectuées sur les modems nous ont mené à la conclusion que Zhenhua Heavy Industry Corporation a installé des composants sur des grues et sur des infrastructures maritimes qui ne font pas partie de tout contrat existant entre Zhenhua Heavy Industry Corporation et les ports américains. Dans une déclaration publiée le 10 mars, Zhenhua Heavy Industry nie les allégations du comité américain. La compagnie chinoise affirme qu'elle a toujours respecté les lois et les réglementations de chaque pays qui utilise ces grues. Zhenhua Heavy Industry estime que le rapport du comité de la Chambre des représentants des États-Unis sans examen suffisant pour vérifier les faits peut facilement induire le public en erreur. Le port de Vancouver a 29 grands terminaux maritimes qui comprennent 4 terminaux à conteneurs. Interrogés sur les risques liés aux découvertes des Américains, l'administration portuaire explique qu'elle n'est pas propriétaire des terminaux à conteneurs et qu'elle n'opère pas l'équipement. La seule route qui mène à Tuktoyaktuk, au territoire du Nord-Ouest, jugée dangereuse. Le maire de Tuktoyaktuk, au territoire du Nord-Ouest, Erwin Elias, dénonce l'état de la seule route qui mène à sa communauté, affirmant qu'elle n'est pas sécuritaire. Il demande plus de soutien de la part du gouvernement territorial pour l'entretenir. Le maire de la communauté, Erwin Elias, déplore notamment la hauteur des bancs de neige aux abords de la route 10 entre Inukvik et Tuktoyaktuk. L'inaction du gouvernement menace désormais notre accès à la nourriture et notre accès aux soins de santé et met en péril nos droits fondamentaux de circuler sur notre propre territoire, déclare le maire Erwin Elias. Selon le maire de Tuktoyaktuk, le gouvernement territorial devrait financer davantage le déblayage de la neige compte tenu des importantes précipitations de cet hiver. La route 10 a été fermée à plusieurs reprises cette année en raison des accumulations de neige. Cela a été le cas notamment en février dernier durant une période de 12 jours. La route a aussi dû être fermée jeudi dernier avant d'être rouverte le lendemain avec une seule voie ouverte. Selon le maire, ces fermetures retardent l'arrivée des camions destinés aux travaux de restructuration des berges de Tuktoyaktuk. Ces travaux ont pour but de limiter l'impact de l'érosion côtière sur la communauté. De son côté, le ministère territorial des infrastructures a déclaré qu'il faisait tout ce qu'il était en son pouvoir pour déneiger l'autoroute et réduire les risques liés au virage à l'aveugle. Il est notamment question d'installer des équipements de déménagement plus larges pour permettre de dégager les côtes de la route. Ce dernier a par ailleurs ajouté que de l'équipement allait être dirigé vers les zones les plus problématiques de l'autoroute 10. Aucun rendez-vous nécessaire alors que l'hôpital de Kuujjuaq ouvre une clinique sans rendez-vous. Le centre de santé Ungava Tulatavik propose un système de triage dans l'espoir d'améliorer l'efficacité des soins de santé dans la communauté. L'hôpital de Kuujjuaq a ouvert une clinique sans rendez-vous à laquelle les patients peuvent accéder sans rendez-vous. En raison de la croissance de la communauté, il était nécessaire de changer les systèmes pour faciliter la venue des patients, a déclaré Dominique Pellan, directeur des services infirmiers et hospitaliers au centre
centre de santé Ungavak-Tulatavik. Lorsque cela se produisait, les patients étaient renvoyés chez eux si leur état était considéré comme non urgent. Dans d'autres cas, les personnes ayant pris rendez-vous pouvaient être occupées à ce moment-là et incapables de se rendre à l'hôpital. La clinique a ouvert en février. Avant cela, l'hôpital demandait aux gens de prendre rendez-vous selon les créneaux horaires disponibles. Avec un système sans rendez-vous, les patients recevront les soins dont ils ont besoin et les cas non urgents pourront toujours être vus, même s'ils peuvent prendre un certain temps. Chaque patient se rendant à la clinique sera évalué par une infirmière qui déterminera l'urgence du cas selon l'échelle canadienne de tri et d'acuité. La différence entre le système de rendez-vous et celui en place maintenant, où les rendez-vous ne sont pas nécessaires, est le temps d'attente variable. Pendant les heures de pointe, 5 infirmières sont disponibles dans la clinique. La clinique est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h. Elle est également ouverte les week-ends de 9h à 17h, mais avec seulement 2 infirmières disponibles. Après quelques semaines de fonctionnement dans le nouveau système, les infirmières me disent que la population réagit bien et la majorité des patients se présentent à la clinique le matin. Le fil sportif. Les Huskies terminent 6e au championnat universitaire féminin de hockey. La formation de hockey féminin de l'Université de la Saskatchewan a perdu 4-1 face à celle de l'Université de la Colombie-Britannique dimanche dans le cadre du championnat universitaire canadien féminin de hockey sur glace. Ce résultat place l'équipe saskatchewanaise à la 6e place du tournoi. La partie jouée dimanche a été l'une des plus rudes du championnat. L'attaquante Browyn Boucher des Huskies a même échangé quelques coups avec les joueuses de l'équipe adverse. La ville de Wolseley en Saskatchewan fait partie des 4 finalistes pour le concours Craft Hockeyville 2024. Les habitants de la communauté espèrent remporter le grand titre et le prix de 250 000 $ pour pouvoir réparer l'aréna Wolseley Sportsplex qui est vieux de 44 ans. La ville de Wolseley compte près de 850 habitants et est située à 100 km à l'est de Regina. Elle fait face à 3 autres villes qui sont pour remporter le grand prix cette année, soit la ville de Cochrane en Alberta, la ville de Enderby de la Colombie-Britannique et Elliott Lake en Ontario. Le vainqueur aura aussi la chance d'accueillir le match d'avant-saison de la Ligue nationale de hockey plus tard cette année selon Kraft Heinz Canada. Le tournoi Hockey Fun de Sainte-Agathe, dernière étape avant la rénovation de l'aréna. Sur la glace de l'aréna de Sainte-Agathe, les 6 équipes du tournoi Hockey Fun foulent une dernière fois la glace avant le début des rénovations de l'aréna en avril. L'objectif 750 000 $ lancé en 2021 est sur le point d'être atteint. Les bénéfices de l'événement permettront de remplacer le système de refroidissement de la glace et la réalisation de cet objectif va couronner 3 années de collecte de fonds. Le co-organisateur du tournoi au Manitoba et vice-président de l'aréna Sylvain Lemoine estime que 7 000 $ supplémentaires seront amassés cette fin de semaine. Un triplé pour Mark Scheifele dans la victoire de 4-2 des Jets de Winnipeg face aux Rangers de New York. Mark Scheifele a réussi un tour du chapeau pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre les Rangers de New York mardi. Scheifele compte 13 buts en 18 matchs en carrière contre les Rangers et domine dans la colonne des pointeurs chez les Jets cette saison avec 62 points. C'était son 8e triplé depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Connor Hellebuck a également contribué à cette victoire avec 38 arrêts. Il affiche un dossier de 32 victoires et 15 défaites depuis le début de la campagne. Leon Draisaitl coule le Canadien de Montréal en prolongation. Les Oilers d'Edmonton renversent tout sur leur passage depuis l'arrivée de Chris Knoblauch à la barre de l'équipe, s'imposant de plus en plus comme de sérieux prétendants aux grands honneurs. Le Canadien de Montréal a pu le constater mardi, même s'il a offert une sérieuse opposition. Leon Draisaitl a brisé l'égalité en supériorité numérique en prolongation en faveur des favoris locaux et la formation montréalaise s'est inclinée 3-2 après avoir effacé un déficit de 2 buts. Chris Simon rend l'âme à 52 ans. L'ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey, Chris Simon, qui a notamment porté l'uniforme des Flames de Calgary et des Nordiques de Québec, est décédé lundi soir à l'âge de 52 ans. L'organisation de l'Avalanche du Colorado a confirmé la nouvelle de sa mort mardi en fin d'après-midi. Les circonstances de son décès n'ont pas encore été précisées. Connu pour son jeu robuste, Simon a disputé 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey, dont les 3 premières à Québec, avant que l'équipe ne déménage au Colorado, où il a pu inscrire son nom sur la Coupe Stanley en 1996. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.